Quand je me suis marié, j'ai gardé le silence sur l'entreprise de 50 millions de dollars que j'avais héritée de mon grand-père. Dieu merci, je l'ai fait, car le lendemain du mariage, ma belle-mère est arrivée avec un notaire et m'a forcé à la lui céder. Je m'appelle Amani, j'ai 28 ans. Le soleil matinal inondait la cuisine de la magnifique nouvelle maison. J'ai souri, respirant l'odeur du café frais. C'était le premier jour de ma nouvelle vie. Mon mari Marcus dormait encore à l'étage. Je n'avais jamais été aussi heureuse. J'étais tellement perdue dans l'instant que j'ai sursauté lorsque la porte arrière a coulissé. Ma nouvelle belle-mère, Brenda, se tenait là, non pas dans la robe du mariage, mais dans un tailleur strict. Derrière elle se trouvait la sœur de Marcus, Chloé. Je ne savais même pas que Chloé avait une clé. Elle était avocate d'affaires et on aurait dit qu'elle sortait tout juste d'un tribunal. Ses talons claquaient bruyamment sur le sol en marbre. Amani, Chloé, vous êtes toutes les deux ici si tôt, ai-je dit, essayant de garder une voix légère. Marcus dort encore. Brenda est passée devant moi et s'est assise en bout de l'îlot de cuisine. Son visage était froid. Je ne suis pas ici pour une visite de courtoisie, a-t-elle dit. Assieds-toi. Nous avons des affaires à discuter. Chloé est restée debout. Elle a regardé autour de la cuisine avec un petit sourire méprisant. Tu as l'air très à l'aise ici. Ne t'habitue pas trop. Elle a ensuite laissé tomber une épaisse pile de documents sur le comptoir devant moi. Lis ça. Mes mains tremblaient légèrement alors que je prenais le dossier. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Je ne comprends pas. C'est un transfert légal, a dit Brenda, la voix impatiente. Marcus nous a tout raconté sur ce petit fonds fiduciaire que ton grand-père t'a laissé. Très mignon. Mais tu fais partie de cette famille maintenant. Et dans cette famille, on ne garde pas de secrets. Tes biens sont les biens de Marcus. Il doit les gérer correctement. J'ai feuilleté les pages. Mes yeux ont parcouru le jargon juridique. Transfert d'actifs. Contrôle fiduciaire. J'ai levé les yeux, confuse. On dirait que vous voulez que je donne à Marcus le contrôle de mon héritage. Chloé a ri. Ce n'était pas un son agréable. On ne veut pas que tu fasses quoi que ce soit, chérie. On te le dit. C'est la procédure standard. Maintenant, signe. Maintenant, signe. Mon cœur martelait mes côtes. J'ai fixé la page de couverture. Il était simplement écrit « Accord de gestion d'actifs ». J'ai tourné la deuxième page, puis la troisième. Le langage était un jargon juridique dense que je ne pouvais pas comprendre. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé à nouveau, ma voix à peine un murmure. Je ne comprends vraiment pas. Brenda a soupiré, un son de pure impatience comme si elle expliquait quelque chose de simple à un enfant. C'est un document juridique, Amani, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de condescendance. Marcus nous a tout raconté sur ce petit fonds fiduciaire que ton grand-père t'a laissé. C'est très mignon, un bon point de départ. Mais tu es marié maintenant. Tu fais partie de cette famille. Et dans cette famille, nous consolidons nos actifs. Ta propriété appartient à Marcus maintenant pour une gestion appropriée. J'ai scanné la page à nouveau, et mon sang s'est glacé. Mes yeux ont accroché une phrase spécifique. Transfert du contrôle fiduciaire du Trust Elias. C'est un document de transfert, ai-je dit, les mots se coinçant dans ma gorge. Vous voulez que je donne à Marcus le contrôle de tout mon fonds fiduciaire? Chloé s'est moquée, tapant son long ongle contre le comptoir en marbre. Arrête d'être si dramatique. C'est juste une formalité. C'est ton mari. Il a besoin d'accéder à tes actifs pour planifier ton avenir. Vos deux avenirs. Tu ne veux pas être difficile le premier jour de ton mariage. Tu penses à ce que ça donne? J'ai regardé la ligne de signature qui m'attendait. Ce n'était pas juste. Mon grand-père, il avait mis ça en place pour moi. C'est compliqué. Brenda s'est penchée, son sourire disparut. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Tu te maries. Tu joins ta vie à la sienne. Cela inclut tes finances, ou comptais-tu cacher ça de lui, de nous? Est-ce le genre de femme que tu vas être? Amani la trompeuse? Non, ce n'est pas ça du tout, ai-je dit, me sentant acculé. C'est juste. Je ne m'attendais pas à ça. Pas aujourd'hui. Chloé a soupiré plus fort cette fois.
Écoute, a-t-elle dit, prononçant mon nom comme s'il avait mauvais goût. On n'a pas toute la journée. Nous avons des rendez-vous. Marcus a des besoins. Cette famille a des objectifs financiers. Ton petit fonds peut t'aider à garantir un acompte sur une propriété d'investissement convenable. Il est temps de contribuer. Signe juste les papiers. C'est simple. Signe-le juste, Amani. La voix de Chloé était tranchante, coupant le calme matinal. Elle a poussé le stylo à travers l'îlot. Ce n'est pas si difficile. J'ai fixé le stylo noir. L'éclat de son clip argenté m'a soudainement rappelé la clé du vieux bureau de mon grand-père. Le souvenir m'a frappé avec la force d'un coup physique. J'avais 21 ans à nouveau, assise dans son grand fauteuil en cuir, l'odeur des vieux livres et de sa fumée de cigare dans l'air. Elias, mon grand-père, était assis en face de moi. Il a poussé un épais dossier relié en cuir sur son bureau en acajou. C'est ça, Amani. 50 millions de dollars, a-t-il dit si calmement. Et une cible dans ton dos pour le restant de tes jours. J'avais bégayé. Grand-père, je ne peux pas, il a levé la main, les yeux gentils mais sérieux. Tu peux et tu le feras. Mais tu dois être intelligente. Ils viendront pour ça. Des hommes, des amis, même la famille. Ils te souriront en face, te diront qu'ils t'aiment, et tout le temps ils essaieront de mettre la main dessus. Ils n'aimeront que ton argent, Amani, pas toi. Je me souviens de ma peur. Comment saurais-je à qui faire confiance? Tu ne sauras pas, a-t-il dit. Pas au début. Alors, je t'ai construit une forteresse. Ce trust est une forteresse, et chaque forteresse a besoin d'une trappe. Il a souri, puis un sourire lent et malin. Appelons ça la clause du piège fiduciaire. Si jamais quelqu'un essaie de te forcer, de te tromper ou de t'épouser juste pour obtenir ceci, leur acte même de cupidité sera leur perte. Ce document te protégera quand je ne le pourrai pas, mes yeux sont revenus au présent. La cuisine semblait plus froide. Brenda tapait du pied avec impatience. Tu es sourde, mon enfant? Signe le papier. Ma main était parfaitement stable maintenant. La peur avait disparu, remplacée par une clarté froide et tranchante. J'ai regardé le document que Chloé avait si fièrement rédigé. Mes yeux ont scanné le texte. Tous les actifs, fonds et propriétés détenus au sein du Trust Elias. Valeur estimée 500 000 dollars. 500 000 dollars. J'ai failli rire. Ils avaient fait tout ça, toute cette mascarade élaborée et cruelle pour 500 000 dollars. Marcus, il avait dû fouiner à un moment donné. Il avait dû trouver un vieux relevé, un compte leur que mon grand-père avait mis en place et rapporté cela à sa famille avide. Ils avaient construit tout ce mariage, toute cette union sur une fraction de la vérité. Ils ne s'étaient même pas trompés de nom. Le Trust Elias n'était que le petit compte de gestion. Genesis Legacy, la société mère de 50 millions de dollars, n'était mentionnée nulle part sur ce document frauduleux. Ils n'avaient aucune idée de ce à quoi ils avaient vraiment affaire. Ils pensaient braquer une épicerie alors qu'ils essayaient de renverser une réserve fédérale. Et ils venaient de tomber droit dans le piège que mon grand-père leur avait tendu. Le bruit de pas dans les escaliers m'a fait relever la tête. Marcus. Il était enfin réveillé. Il est entré dans la cuisine, se frottant les yeux, son peignoir en soie coûteux pendant lâchement. Il avait l'air stressé, son sourire crispé en voyant sa mère et sa sœur. Marcus. Dieu merci, ai-je dit, ma voix inondée de soulagement. Je me suis levé, allant vers lui. Marcus, dis-leur. Dis-leur que c'est fou. Je me suis accroché à son bras, cherchant l'homme que j'avais épousé hier encore. L'homme qui avait pleuré pendant ses vœux. Marcus, ta mère et ta sœur sont ici avec des papiers juridiques. Elles veulent que je cède le fonds fiduciaire de mon grand-père. C'est trop. C'est trop soudain. Il s'est arrêté et a regardé les documents sur la table. Puis il a regardé sa mère. Puis finalement, ses yeux ont rencontré les miens, mais seulement une seconde. Ils étaient vides. Il a retiré son bras doucement et a marché vers la machine à café, me tournant le dos. Bébé, signe juste les papiers. Il a dit, sa voix étouffée alors qu'il se versait une tasse. Mon souffle s'est coupé. Quoi? Il s'est retourné, s'appuyant contre le comptoir. Il ne me regardait toujours pas dans les yeux. Il fixait juste sa tasse.
Maman. Tu sais, c'est juste de la paperasse. Maman a raison. Nous sommes une famille maintenant. Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. C'est ça le mariage, non? Ne rends pas les choses compliquées pour notre premier jour. Ces mots ont semblé être des pierres tombant dans mon estomac. Il était dans le coup. Il avait été dans le coup depuis le début. Les vœux de mariage, les regards amoureux, les promesses. Tout n'était qu'une performance. Chloé a souri et croisé les bras, ressemblant à un prédateur qui venait de coincer sa proie. Tu vois, même ton mari est d'accord. Le sourire de Brenda est revenu, froid et victorieux. Tu vois, Amani, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de fausse douceur. Marcus comprend la famille. Il comprend l'héritage. C'est comme ça que nous protégeons ce qui est à nous. Et maintenant tu es à nous. Elle a poussé le stylo vers moi à nouveau. Alors signe. Nous avons une réservation pour le déjeuner. Nous n'avons pas toute la journée. Juste au moment où j'allais parler, la sonnette a retenti. Chloé n'a même pas semblé surprise. Elle a simplement jeté un coup d'œil vers la porte et a dit, juste à l'heure. Un instant plus tard, un homme mince dans un costume légèrement froissé est entré. Il portait une lourde mallette en cuir. Il a hoché la tête professionnellement vers Chloé, m'ignorant complètement. Voici Monsieur Price, notre notaire, a dit Chloé, la voix pleine de fausse efficacité. Nous l'avons appelé à l'avance pour faciliter les choses, pour nous assurer que tout est parfaitement légal et réglo. L'homme, Monsieur Price, a ouvert sa mallette sur le comptoir de la cuisine. Il a sorti un tampon à l'aspect officiel et un tampon encreur. Il n'a pas dit un mot. Il m'a juste regardé avec attente. C'était ça. Le grand jeu. Mon mari, sa mère, sa sœur, et maintenant un étranger me coinçant dans ma propre cuisine moins de 24 heures après mon mariage. J'ai regardé Marcus une dernière fois. Il m'a fait un petit signe de tête sec, un signe qui disait « fais-le ». Finiant. J'ai senti la dernière once de chaleur quitter la pièce. La voix de mon grand-père a résonné dans ma tête. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Le piège n'est un piège que s'ils y entrent volontairement. Je savais que cet homme, Monsieur Price, n'était pas sur la liste approuvée de mon grand-père. Je savais que le document devant moi ne valait rien. Je savais que ma signature n'était qu'un appât. J'ai pris une profonde inspiration, laissant mes épaules s'affaisser. Je me suis fait paraître vaincu comme la pauvre fille simple qu'il croyait tout ce que j'étais. D'accord, ai-je dit, ma voix juste assez forte pour être entendue. Si c'est ce qu'il faut pour faire partie de la famille, si cela rendra Marcus et vous heureux, je signerai. Le visage de Brenda s'est illuminé, un large sourire de requin. Chloé a juste souri en coin, ayant déjà l'air victorieuse. J'ai pris le stylo que Chloé avait laissé sur la table. Ma main était stable, mais j'ai forcé un petit tremblement alors que je tendais la main vers le document. J'ai cliqué sur le stylo. J'ai signé mon nom, Amani Elias Preston, sur la ligne. Brenda a laissé échapper un petit soupir de triomphe. Monsieur Price s'est avancé immédiatement. Il a pressé son tampon sur le tampon encreur puis l'a claqué sur le papier avec un bruit sourd et définitif. Il a fermé le document et l'a tendu directement à Chloé. Chloé l'a pris, ses doigts se refermant autour du dossier comme si on venait de lui remettre $1 million, ce qu'elle pensait avoir. Chloé a glissé le dossier dans sa mallette avec un claquement qui a résonné dans la cuisine silencieuse. Bien, a-t-elle dit, son sourire tout professionnel. Maintenant que c'est réglé, il y a juste un dernier petit détail administratif. J'ai regardé, l'estomac noué, alors qu'elle sortait un deuxième document beaucoup plus fin de sa mallette. Juste une page. Elle l'a glissé sur l'îlot vers moi avec le stylo. Brenda a soupiré comme si c'était elle qui était dérangée. Honnêtement, les choses qu'on doit faire pour la protection juridique de nos jours. J'ai regardé le papier. Le titre en haut était clair. Accord post-nuptial. Mes yeux ont scanné le premier paragraphe. Je, Amani Preston, renonce par la présente à toute réclamation présente et future sur les actifs, propriétés et avoirs actuels et futurs de Marcus en cas de séparation ou de divorce. J'ai levé les yeux vers Chloé. Ma voix était plate. Ça dit que je n'ai rien si on divorce. Chloé a haussé les épaules, examinant ses ongles. C'est un post-nuptial, chérie.
C'est juste pour garder les choses claires. Ça protège Marcus de tout malentendu par la suite. Brenda est intervenue, la voix pleine de fausse sympathie. C'est juste pour protéger les actifs de la famille, tu sais, ceux pour lesquels Marcus a travaillé si dur. Tu comprends? Une femme qui arrive. Eh bien, nous devons juste être prudents. Je me suis tourné vers mon mari, l'homme qui avait juré moins de 24 heures plus tôt de m'aimer et de me chérir. Marcus, il ne voulait pas croiser mon regard. Il a juste haussé les épaules en regardant le sol. Il a pris sa tasse de café. Bébé, c'est juste. C'est juste une formalité. Il a marmonné. Tu sais comment maman est avec ces choses-là. Ça la rendra heureuse. Signe juste. Ça ne veut rien dire. C'est juste pour sa tranquillité d'esprit. Il ne me regardait toujours pas, ça ne veut rien dire. Il a dit qu'il voulait que je signe un papier renonçant à tous les droits sur sa vie, une vie que je venais de rejoindre légalement, et il a dit que ça ne voulait rien dire. Le dernier morceau de mon cœur brisé s'est transformé en glace. La voix de mon grand-père était de retour dans ma tête. Ils te montreront qui ils sont, Amani. Crois-les quand ils le feront. J'ai pris le stylo. Tu as raison, ai-je dit, la voix vide. Juste une formalité. J'ai signé mon nom à nouveau, regardant l'encre sécher. Cette signature, tout comme la dernière, n'avait aucun sens. Mais ils ne le savaient pas. Ils pensaient qu'ils venaient de m'enfermer hors de leur monde tout en volant simultanément le mien. J'ai glissé le deuxième document de l'autre côté de l'îlot. Chloé l'a ramassé, ses yeux scannant ma signature, et un regard de triomphe complet s'est installé sur son visage. Elle a fait un petit signe sec à Brenda. Merveilleux, a dit Brenda, se levant et lissant sa veste de tailleur. Maintenant que les affaires désagréables sont réglées, nous pouvons tous nous détendre. Marcus a laissé échapper un souffle qu'il semblait avoir retenu. Il s'est approché et a passé ses bras autour de ma taille par derrière, embrassant mon cou. J'ai combattu l'envie de reculer. Merci de comprendre, bébé, a-t-il murmuré. Je t'ai dit que c'était juste une formalité. Il m'a retourné pour me faire face, son sourire semblant enfin détendu. Et en fait, maintenant que nous sommes sur la même longueur d'onde financièrement, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Oh, ai-je dit, la voix creuse. Qu'est-ce que c'est? Il a jeté un coup d'œil à Brenda et Chloé qui regardaient cet échange avec un vif intérêt. Eh bien, c'est cette opportunité, a-t-il dit, sa voix prenant un ton excité et conspirateur. C'est une affaire unique, Amani. Une start-up technologique qui est sur le point d'entrer en bourse. Mon pote m'a donné un tuyau, mais la mise de départ est de 100 000 $ et la date limite est vendredi. Il a serré mes mains. Je pensais que maintenant que nous fusionnons nos actifs, tu pourrais tirer ça de ton trust. Tu sais, pour nous, notre premier gros investissement ensemble. Je l'ai fixé. L'audace pure était stupéfiante. Moins de 5 minutes après m'avoir trompé pour que je signe l'abandon de mes droits, il essayait déjà de liquider mes actifs. 100 000 $? Ai-je demandé, laissant ma voix paraître hésitante et petite. C'est beaucoup d'argent, Marcus. Exactement, a-t-il rayonné. C'est pourquoi nous devons agir vite. Pense-y, bébé. On pourrait le doubler en un mois. On pourrait utiliser cet argent pour enfin construire notre avenir. J'ai regardé son visage avide et beau, le visage dont j'étais tombée amoureuse. Et je n'ai rien ressenti. Juste un vide froid. Alors, laisse-moi bien comprendre, ai-je dit. Tu veux que j'appelle ma banque tout de suite et que je demande 100 000 $? La même banque dont tu viens de me faire signer le transfert de contrôle à ton nom? Son sourire s'est élargi. Il a même ri comme si je venais de faire une blague intelligente. Oui, exactement, a-t-il dit en me tapotant le nez. Tu vois, nous sommes déjà une équipe. Tu penses déjà comme une partenaire. Maintenant tu comprends. Brenda et Chloé rayonnaient pratiquement. Elles ont rassemblé leurs mallettes, leur victoire complète. Brenda m'a tapoté l'épaule, un geste qui se voulait maternel mais qui ressemblait à une caresse sur la tête d'un chien. Merveilleux, a-t-elle dit. Maintenant, c'est une vraie famille. On se voit au dîner dimanche. Chloé a juste souri ce sourire mince et froid, et est sortie derrière sa mère. Marcus m'a embrassé le front. Ses lèvres étaient chaudes, mais le geste semblait glacé. Merci, bébé, a-t-il chuchoté. Merci de comprendre.
Tu vois, ce n'était pas si dur. Maintenant, pourquoi n'appelles-tu pas ta banque pour lancer ce transfert? Je vais sauter sous la douche. Il m'a souri, un large sourire qui semblait sincère avant de se tourner et de monter les escaliers. J'ai entendu la lourde porte en chêne claquer en bas. J'ai écouté les pas de Marcus s'éloigner dans le couloir. J'ai entendu la douche s'allumer, et puis j'étais seul. Je suis resté parfaitement immobile au milieu de la cuisine. Le soleil matinal brillait sur le stylo qu'ils avaient laissé sur le comptoir. L'odeur du café était encore dans l'air. Lentement, le regard de la victime confuse et effrayée a quitté mon visage. Mes épaules se sont redressées. L'hésitation dans mes yeux a été remplacée par une concentration froide et dure. La femme qui tremblait il y a quelques instants avait disparu. À sa place se tenait la présidente de Genesis Legacy. J'ai marché vers les portes vitrées insonorisées donnant sur le jardin et j'ai sorti mon téléphone personnel. Pas le simple que Marcus connaissait, mais mon appareil professionnel crypté. J'ai appuyé sur le numéro 1 de ma composition abrégée. Ça a répondu à la première sonnerie. David, c'est moi, Amani. Sa voix était tout ce qu'il y a de plus professionnel. Dis-moi qu'ils l'ont fait, ai-je dit, ma voix basse et stable. Ils ont tout fait. Je pouvais presque l'entendre sourire. Tout. Le document de transfert frauduleux pour le Trust Elias. Le notaire illégal de Monsieur Price. L'accord post-nuptial renonçant à tous les droits sur les actifs de Marcus. Et pour couronner le tout, une demande décontractée de $100 000 pour un tuyau d'investissement chaud. David a laissé échapper un sifflement bas. Il a été plus minutieux que nous ne l'avions même prédit. La cupidité est étonnante. J'ai regardé le jardin. Alors, on y est? Actif. La voix de David était nette. Dès ta signature sur ce document frauduleux, oui, mais avec l'ajout du post-nup et la demande immédiate de fonds, c'est une activation propre. La clause 12B du piège fiduciaire est officiellement en vigueur. Le conseil a été notifié. Les enquêteurs sont en mouvement. L'audit financier complet sur Marcus, Brenda et Chloé commence maintenant. Chloé et Brenda sont entrées dans l'agence du centre-ville de la Boston Capital Bank avec l'air de femmes qui venaient de gagner à la loterie. Elles avaient attendu 2 heures angoissantes que Marcus leur envoie un SMS disant qu'Amani avait passé l'appel à sa banque. Quand aucun SMS n'est venu, l'impatience de Chloé l'a emporté. Elle a attrapé le dossier contenant les documents signés. Ça n'a pas d'importance, a-t-elle dit à Brenda. La paperasse est légale. Allons-y. Elles ont sauté la file d'attente et sont allées directement au bureau des clients privés où un directeur nommé Monsieur Harrison a levé les yeux poliment. Comment puis-je vous aider aujourd'hui, mesdames? Chloé a posé le dossier sur son bureau avec un bruit sourd. Je suis ici pour exécuter un transfert d'actifs. Mon client Marcus vient de se voir accorder le contrôle fiduciaire du Trust Elias par sa femme Preston. Les documents sont tous ici, signés et notariés ce matin. Brenda a souri, ajustant le col de sa veste. Nous sommes juste ici pour finaliser le transfert et avoir accès aux fonds. Monsieur Harrison a pris le dossier. Il l'a ouvert, a lu la page de couverture et s'est tourné vers son ordinateur. Le tapotement silencieux de son clavier était le seul son pendant une longue minute tendue. Brenda a commencé à taper du pied. Y a-t-il un problème? A-t-elle demandé, sa patience s'effritant déjà. Monsieur Harrison a continué à taper, cliquant plusieurs fois sur sa souris. Il s'est penché, lisant son écran attentivement. Finalement, il a fait pivoter sa chaise pour leur faire face. Son expression était polie, mais ferme. Je crains de ne pas pouvoir traiter ce transfert. Le sourire de Chloé s'est évanoui. Que voulez-vous dire par vous ne pouvez pas le traiter? C'est un document notarié légal. Je suis avocate. Je connais mes droits. Je comprends cela, madame, a dit Monsieur Harrison calmement. Cependant, le Trust Elias a des protocoles extrêmement spécifiques. Ce document a été notarié par un Monsieur Jerry Price. Chloé a craqué. Oui, un notaire certifié pour le Commonwealth du Massachusetts. Ses références sont dans le dossier. Monsieur Harrison a secoué la tête lentement. C'est peut-être le cas, mais il n'est pas sur la liste des signataires autorisés pour ce trust. Les statuts du Trust Elias spécifient que tout changement de contrôle fiduciaire ne peut être authentifié que par l'un des 3 notaires approuvés dans tout le pays. Monsieur Jerry Price n'est pas l'un d'eux. Quoi?
Chloé s'est levée, la voix s'élevant. C'est insensé. C'est une absurdité bureaucratique. Êtes-vous en train de me dire que ce document est nul parce que nous avons utilisé le mauvais gratte-papier? Je vous dis, madame, que cette demande est refusée. Les protocoles de sécurité du Trust Elias sont absolus. Nous ne pouvons pas et ne traiterons pas ce transfert. Brenda avait l'air confuse et furieuse. Appelle juste Marcus. Appelle cette fille. Fais-les venir ici. Cela ne changera rien, a dit Monsieur Harrison, fermant le dossier et le glissant de l'autre côté du bureau. À moins que l'un des 3 agents autorisés ne soit présent pour être témoin et signer, ce trust est verrouillé. Je suis désolé. Il n'y a rien de plus que je puisse faire. Brenda et Chloé sont partis de la banque dans une fureur silencieuse. Chloé serrait le volant si fort que ses articulations étaient blanches. Brenda respirait bruyamment par le nez. Comment est-ce possible? A sifflé Brenda. Comment cette petite moins que rien peut-elle avoir un fonds fiduciaire avec ce genre de sécurité? Elle a dû mentir à propos du notaire, a dit Chloé, l'esprit s'emballant. Elle devait savoir. Elle s'est jouée de nous. Mais pourquoi? Elles ont conduit en silence pendant 20 minutes pour retourner à la somptueuse maison où elles avaient laissé Amani. Mais quand elles sont arrivées, la voiture de Marcus n'était plus là. Elles ont utilisé la clé de Brenda pour entrer, seulement pour trouver la maison vide. Elle est partie, a crié Brenda, arpentant la cuisine parfaitement silencieuse. Chloé a sorti son téléphone. Marcus ne répond pas. Où est-elle? Où est-elle allée? A grogné Brenda. Je parie qu'elle est retournée à cette petite association caritative pour laquelle elle travaille. J'ai fait chercher l'adresse par Richard. Il leur a fallu 30 minutes de plus pour naviguer de l'autre côté de la ville vers un quartier beaucoup plus ancien avec des immeubles en briques et des églises de quartier. Elles ont trouvé l'adresse, un immeuble d'appartements modeste au-dessus d'une laverie automatique. Elles ont monté les escaliers en trombe et ont martelé à la porte de l'appartement 3B. J'ai ouvert la porte, portant un simple survêtement et un t-shirt, mes cheveux attachés dans un foulard. Je tenais un manuel. Brenda et Chloé m'ont fixé, puis le minuscule appartement rempli de livres derrière moi. Brenda m'a bousculé pour entrer dans la pièce. Quoi? C'est quoi ce taudis? A-t-elle exigé, regardant mes meubles d'occasion avec dégoût. Où est la maison? La maison que Marcus nous a montrée. J'ai fermé la porte lentement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est chez moi. Ça l'a toujours été. La maison que Marcus m'a montrée n'était qu'une location. Il a dit qu'il l'avait empruntée à un ami pour m'impressionner. Les yeux de Chloé se sont rétrécis en fente. Elle s'est avancée, ignorant l'appartement, son attention entièrement sur moi. Assez de jeu. Arrête de faire l'idiote. Pourquoi le notaire a-t-il été rejeté? J'ai reculé, affichant mon expression la plus confuse. Notaire? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. J'ai signé les papiers que vous m'avez donnés. La banque? A crié Chloé, perdant son sang-froid. La banque a dit que ton grand-père avait une liste spéciale. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Je ne sais pas, ai-je bégayé, laissant mes yeux s'emplir de larmes. Je travaille juste à l'association à but non lucratif. Je ne sais rien des listes juridiques complexes. Mon grand-père était très vieux jeu et prudent. Peut-être qu'il me protégeait juste. J'ai signé les papiers. J'ai fait ce que vous avez demandé. Je venais de finir de préparer une tasse de thé quand mon téléphone a sonné, l'écran clignotant avec le nom de Marcus. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, prenant une inspiration pour stabiliser ma voix dans une confusion légère. Marcus, tout va bien? Sa voix a explosé à travers le haut-parleur, rapide et dur. Tout le charme du mariage avait disparu. Amani, où est l'argent? J'ai besoin de ces 100 000 $. La date limite pour l'investissement est vendredi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi rends-tu ça si difficile? Ma main s'est serrée sur ma tasse de thé. Marcus, j'essaie. Je te l'ai dit. Je suis allé à la banque comme tu as demandé, mais ils ont dit. Ils ont dit que le notaire n'était pas le bon. Ils ont dit qu'il y a une liste. Les règles de mon grand-père sont tellement compliquées. Je me fiche des règles stupides de ton grand-père, a-t-il crié, et j'ai entendu des voix étouffées et tendues en arrière-plan. Je n'ai pas le temps pour ça, Amani.
Tu me comprends? J'ai besoin de cet argent. Alors qu'il criait, la scène a changé. Nous n'entendions plus seulement sa voix. Nous le voyions. Il n'était pas dans un bureau ou la belle maison. Il était dans une arrière-salle sombre et enfumée. Des hommes jouaient aux cartes à une table voisine, et se tenant directement derrière Marcus, si près que son ombre tombait sur lui, se trouvait un grand homme imposant en veste de cuir. Un bookmaker. Les bras de l'homme étaient croisés et il écoutait chaque mot que Marcus disait. Marcus, je ne sais pas quoi faire, ai-je dit, jouant mon rôle. La banque a été très ferme. Alors vends quelque chose, a crié Marcus, les yeux écarquillés de panique alors qu'il jetait un coup d'œil à l'homme derrière lui. Vends ces bijoux que ton grand-père t'a laissés. Vends tout ce que tu dois vendre. Je me fiche de comment tu l'obtiens. Trouve-moi juste l'argent d'ici vendredi. Il n'a même pas dit au revoir. Il a juste claqué le téléphone. J'ai entendu le clic et le silence immédiat. Dans l'arrière-salle enfumée, le bookmaker a posé une lourde main d'avertissement sur l'épaule de Marcus. Marcus a tressailli. L'homme s'est penché tout près, sa voix une menace basse et rauque. Vendredi, Marcus, où ta nouvelle femme devient ta nouvelle veuve. Tu me comprends? J'ai posé mon téléphone sur ma petite table de cuisine. J'ai pris une gorgée calme de mon thé. Le masque était complètement tombé. Il ne s'agissait pas d'un investissement. Il s'agissait d'une dette. Et il était plus désespéré que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Chloé était furieuse. Elle était assise dans son élégant bureau d'avocate du centre-ville, fixant le document inutile qu'Amani avait signé. Le rejet de la banque résonnait dans ses oreilles. Pas sur la liste autorisée. C'était humiliant. Elle venait de raccrocher avec Brenda, qui était hystérique après avoir trouvé Amani dans ce petit appartement dégoûtant. Elle s'est jouée de nous, Chloé, avait hurlé Brenda. Jouée de nous comme des imbéciles. La mâchoire de Chloé s'est serrée. Très bien, s'est-elle dit, ouvrant un nouveau modèle juridique sur son ordinateur. Si la petite travailleuse caritative veut être têtue, on va jouer à un jeu différent. Elle n'était pas seulement avocate d'affaires. Elle savait comment utiliser les tribunaux comme une arme. 2 jours plus tard, on a frappé sèchement à la porte de l'appartement d'Amani. Elle a ouvert pour trouver un homme à l'air sévère en costume. Amani Preston? A-t-il demandé. Oui. Vous êtes assigné. Il lui a tendu une épaisse enveloppe et est parti sans un autre mot. Amani a fermé la porte, les mains stables. Elle s'est assise sur son petit canapé et a ouvert l'enveloppe. C'était exactement ce que David avait prédit, une poursuite intentée par son mari, Marcus, et représentée par sa sœur Chloé. Elle a lu les accusations, chacune plus absurde que la précédente. La poursuite exigeait que le tribunal applique le transfert du trust Elias évalué à 500 000 $. Elle accusait Amani de refus de coopérer et de dissimulation frauduleuse d'actifs matrimoniaux. Elle la dépeignait comme la trompeuse, une nouvelle épouse cachant intentionnellement de l'argent à son mari aimant et confiant. Il la poursuivait officiellement pour honorer un document qu'ils avaient créé frauduleusement. Alors qu'elle lisait la dernière page, son téléphone a sonné. C'était Brenda. Amani a répondu, mettant l'appel sur haut-parleur. Je suppose que tu as reçu notre petite livraison, a ronronné la voix de Brenda, dégoulinant de triomphe. Je viens de la voir, a répondu Imani, sa voix soigneusement neutre. Brenda a ri, un son bref et sec. Je te l'avais dit, Amani. Je t'avais dit que ma famille gagne toujours. Tu aurais dû être une bonne petite femme et signer quand tu en as eu l'occasion. Maintenant, on va tout prendre de toute façon, et on s'assurera que tout le monde à Boston sache quelle femme trompeuse et ingrate tu es vraiment. On se voit au tribunal, chérie. Brenda a raccroché. Imani a regardé la poursuite sur ses genoux. C'était la dernière pièce à conviction dont elle avait besoin. Ils n'avaient pas seulement été avides, ils étaient maintenant activement malveillants. Elle a pris son propre téléphone. David, a-t-elle dit. Elle l'a fait. Elle a déposé la plainte. Chloé était assise dans son bureau, se sentant suffisante. La poursuite était déposée. Cette petite travailleuse caritative était probablement terrifiée, pleurant dans ses oreillers bon marché. Elle lui avait donné 2 jours, et maintenant elle s'attendait à un appel larmoyant d'Amani, suppliant de régler l'affaire. Quand sa ligne privée a sonné, elle a souri en coin, supposant que c'était le début de la capitulation d'Amani. Elle a décroché, la voix douce et professionnelle.
Chloé à l'appareil. Une voix d'homme a répondu, tout aussi professionnelle mais avec un tranchant froid. Est-ce Chloé, représentante légale de Marcus? Oui, c'est moi. Et vous êtes? Je m'appelle David Chen. Je suis conseiller juridique général pour Genesis Legacy. Nous appelons concernant la poursuite que vous avez déposée cette semaine contre notre cliente, Madame Amani Preston. Le front de Chloé s'est plissé. Elle s'est penchée en avant, coupant le son du téléphone une fraction de seconde. Genesis Legacy. Qui diable était-ce? Elle a remis le son. Je suis désolé. Je pense que vous avez le mauvais dossier. Ma poursuite est une affaire de relations domestiques concernant le Trust Elias. Elle n'a rien à voir avec un héritage Genesis. Il y eut une légère pause à l'autre bout, suivie du bruit de papier remué. Non, madame. La voix de David était patiente, presque comme s'il parlait à un élève lent. J'ai votre dossier juste ici. Vous poursuivez Madame Amani Preston, tentant de l'obliger à transférer des actifs du Trust Elias à votre client Marcus. Est-ce correct? Oui, a dit Chloé, son irritation grandissant. C'est exactement ce que j'ai dit. Alors, si vous n'êtes pas son avocat pour ce trust, pourquoi m'appelez-vous? Et qu'est-ce que Genesis Legacy? Ça, a dit David, sa voix devenant presque amusée, c'est le point central de mon appel. Vous voyez, le Trust Elias n'est pas une entité autonome. C'est simplement le petit compte administratif privé de sa société mère, Genesis Legacy. Le stylo de Chloé s'est arrêté de bouger sur son bloc-notes. Société mère. C'est exact. La société mère, Genesis Legacy, dont Madame Amani Preston est la seule propriétaire et présidente. La société, ajouterai-je, qui est actuellement évaluée à 50 millions de dollars. Le stylo est tombé de la main de Chloé et a claqué sur le bureau. 50 millions. Oui, a continué David, sa voix nette et implacable. Pas les 500 000 dollars que vous avez indiqués dans votre dépôt erroné. Vous avez déposé une poursuite basée sur des informations complètement fausses, tentant de saisir des actifs d'un compte de gestion, tout en ignorant la société de 50 millions de dollars que vous attaquiez réellement. Vous avez poursuivi la mauvaise entité avec la mauvaise évaluation en utilisant des documents frauduleux. D'un point de vue juridique, c'est un sacré gâchis que vous avez fait, maître. La main de Chloé tremblait tellement qu'elle pouvait à peine raccrocher le téléphone. Une terreur froide, plus lourde que n'importe quel cas juridique qu'elle avait jamais affronté, s'est installée dans son estomac. Genesis Legacy, 50 millions de dollars. Non, c'était du bluff. Une tactique d'intimidation. Cette petite travailleuse caritative, cette moins que rien, ne pouvait pas valoir autant. C'était impossible. Ses doigts ont volé sur le clavier, tapant Genesis Legacy dans la barre de recherche. Les résultats ont inondé son écran. Forbes, le Wall Street Journal, Bloomberg, TechCrunch. Genesis Legacy, le géant de la biotechnologie que personne n'a vu venir. La mystérieuse PDG de Genesis Legacy sort de l'ombre, au cœur de l'héritage de 50 millions de dollars d'Amani Preston. Chloé a cliqué sur le premier lien. Son sang s'est transformé en glace. La photo n'était pas celle de la femme en survêtement qu'elle avait menacée dans ce minuscule appartement. C'était Amani, mais c'était une Amani qu'elle n'avait jamais vue. Posée, puissante, portant un tailleur de créateur élégant, parlant lors d'une énorme conférence technologique. La légende disait, Amani Preston, présidente et PDG de Genesis Legacy, discute de l'innovation éthique. Elle a cliqué sur un autre lien, un rapport financier. Ses yeux ont scanné les chiffres de l'évaluation. 50, 52. 55 millions. C'était vrai. Tout était vrai. La femme qu'il venait d'essayer d'arnaquer, la femme que Marcus avait épousée, était l'une des plus riches héritières technologiques privées de l'État. Et ces 500 000 dollars pour lesquels il se battait, ce n'était rien. C'était de la monnaie de poche. C'était l'appât dans le piège. La porte de son bureau s'est ouverte brusquement, la faisant sursauter. Marcus et Brenda sont entrés en trombe, leur visage rayonnant d'une anticipation avide. Alors? A exigé Brenda. Comment ça s'est passé? Tu lui as mis la peur de Dieu? Marcus riait déjà, frappant dans ses mains. Elle appelle probablement sa petite banque en ce moment même, les suppliant de débloquer l'argent. Je vous l'avais dit qu'elle craquerait. Quand est-ce qu'on touche les 500K, Serette?
Chloé les a fixés. Son visage était blanc comme un linge. Elle a regardé son frère arrogant et sa belle-mère suffisante, et elle a ressenti une vague de nausée. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient fait. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'elle avait fait. Qu'est-ce qu'il y a? Le sourire de Brenda s'est effacé. Pourquoi as-tu cet air-là? Quelque chose a mal tourné avec la poursuite? Chloé a lentement tourné son écran d'ordinateur pour qu'il voie l'article de Forbes avec la photo puissante d'Amani, et le titre était en plein centre. Le rire de Marcus est mort dans sa gorge. Il a plissé les yeux vers l'écran. Quoi? C'est quoi ce Genesis Legacy? Qui est? C'est Amani? Brenda s'est penchée, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité en lisant les chiffres. Chloé a finalement retrouvé sa voix. Ce n'était pas 500 000 $, a-t-elle chuchoté, sa voix tremblant de l'ampleur de leur erreur. C'est 50 millions. Chloé fixait toujours l'écran, son esprit incapable de traiter les chiffres. 50 millions. 50 millions. Marcus respirait lourdement derrière elle. Serait, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Brenda, qui s'était effondrée dans la chaise client en cuir coûteuse de Chloé, avait l'air de s'évanouir. Ça veut dire qu'elle est riche. Plus riche que nous, plus riche que Dieu. Avant que Chloé ne puisse même commencer à formuler une réponse, sa ligne privée a sonné à nouveau, le même numéro qu'avant. David Chen. Sa main tremblait en décrochant le combiné. Quoi? A-t-elle dit, sa voix un croassement sec. Ah, maître Chloé, bien, vous êtes toujours là. La voix de David était brillante, presque joyeuse. J'avais juste un dernier point d'ordre. Un peu de ménage, pourrait-on dire. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, maintenant que vous êtes consciente de l'évaluation complète de Genesis Legacy, j'appelle formellement pour vous informer des implications juridiques de la poursuite que vous avez déposée hier. Le sang de Chloé s'est glacé. La poursuite. C'était basé sur les 500 000. C'était un malentendu. Oh, ce n'est pas un malentendu, maître, a dit David, l'amusement disparu de sa voix. En déposant cette plainte citant un document frauduleux et un notaire non autorisé dans une tentative de saisir des actifs, vous avez officiellement violé la clause 12B de l'accord de fiducie Elias. L'esprit de Chloé est devenu vide. Elle n'avait aucun souvenir d'une clause 12B. Clause 12B. C'est quoi, bon sang, la clause 12B? Ah, a dit David, c'est ma partie préférée. C'est la clause du piège fiduciaire. Vous voyez, Monsieur Elias était un homme très sage. Il avait anticipé une situation exactement comme celle-ci. La clause stipule, et je cite directement, toute tentative, légale ou autre, de saisir les actifs du bénéficiaire par des moyens frauduleux, la coercition ou un mariage trompeur. David a fait une pause, laissant les mots pendre dans l'air. Point déclenchera immédiatement deux actions. Premièrement, cela annule toute réclamation présente ou future que les auteurs ont sur le bénéficiaire. Deuxièmement, cela active un audit juridique complet des finances personnelles et professionnelles de toutes les parties nommées impliquées dans la tentative. Les jambes de Chloé ont lâché. Elle a attrapé le bureau pour ne pas tomber. Donc, félicitations, mademoiselle Chloé, a conclu la voix de David. En déposant cette poursuite pour voler 500 000 $, vous venez d'autoriser légalement un audit invasif à grande échelle de vous-même, de votre client Marcus et de sa mère, Brenda. Nos enquêteurs vous contacteront. Passez une merveilleuse journée. La semaine suivante n'a pas été juste mauvaise. Ce fut un démantèlement systématique. Marcus a découvert la vraie signification de l'audit lorsqu'il a essayé d'acheter une nouvelle montre, un petit remontant. Après la réunion désastreuse, sa carte de crédit, celle qu'il utilisait pour tout, a été refusée. Réessayé, a-t-il lancé au vendeur. Le vendeur l'a passé 2 fois de plus. Je suis désolé, monsieur. Refusé. Marcus a jeté la montre sur le comptoir et est sorti en trombe, le visage brûlant. Il a essayé sa carte de débit à un distributeur automatique. Compte gelé. Puis les appels ont commencé. L'audit, il s'est avéré, était minutieux. Les enquêteurs de Genesis Legacy ne regardaient pas seulement ses actifs. Ils regardaient ses dettes. Le bookmaker à qui il devait 80 000 $. Le prêt à taux d'intérêt élevé qu'il avait contracté pour ce projet crypto raté.
Les cartes de crédit qu'il avait maximisées pour meubler la maison de location. Chaque créancier, chaque prêteur, chaque personne à qui il devait de l'argent a soudainement reçu une notification que ses comptes étaient en péril juridique. Ils ont tous appelé en même temps pour exiger le paiement, menaçant de poursuites, de casser des genoux. Son téléphone a explosé de numéros qu'il ne reconnaissait pas, demandant tous leur argent maintenant. L'humiliation de Brenda est venue au spa. Elle venait de terminer un massage et un soin du visage de 90 minutes, prête à facturer la note de $500 sur le compte joint qu'elle partageait avec Marcus. Le compte dont on lui avait assuré qu'il déborderait bientôt du petit fonds fiduciaire d'Amani. « Je suis tellement désolé, Madame Jackson, a dit la réceptionniste, son sourire douloureusement crispé. Cette carte a été gelée par la banque. Avez-vous un autre moyen de paiement? Brenda était furieuse. Elle a été forcée d'utiliser sa propre carte de crédit d'urgence, celle qu'elle gardait cachée. Alors qu'elle signait le reçu, son propre téléphone a sonné. C'était American Express. Oui, Madame Jackson. Une voix polie a dit, nous appelons au sujet du paiement de $20 000 que vous avez effectué la semaine dernière sur votre solde impayé. Ce paiement a été signalé par une équipe d'audit externe. Nous avons été informés que la source de ces fonds fait actuellement l'objet d'une enquête légale. Nous annulons le paiement en attendant l'examen. Brenda a laissé tomber son téléphone. L'argent qu'elle avait secrètement détourné de Marcus pour payer ses dettes de shopping. Il l'avait trouvé. Mais Chloé a reçu le coup le plus dur. Il est arrivé par courrier recommandé le jeudi matin. C'était une épaisse enveloppe couleur crème portant le sceau de l'association du barreau de l'État. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. La lettre était courte et brutale. Chère mademoiselle Chloé, cette lettre est pour vous informer qu'une enquête éthique formelle a été ouverte sur votre conduite suite à une plainte déposée par le conseil juridique de Genesis Legacy. Les allégations incluent la conspiration en vue de commettre une fraude et l'utilisation d'un notaire non agréé ou frauduleux, un certain monsieur Jerry Price, dans le but de saisir illégalement des actifs. Elle a laissé tomber la lettre. Une enquête éthique. Ce n'était pas juste une amende. C'était sa carrière. C'était sa licence. C'était tout. La promesse de David Chen n'était pas une menace. C'était un fait. L'audit n'était pas juste un regard sur leur livre. C'était une exécution. Je lisais un rapport de David quand les coups ont commencé. Ce n'était pas un simple frappement. C'était le martèlement frénétique et désespéré de quelqu'un qui avait perdu tout contrôle. J'ai marché calmement jusqu'à ma porte et j'ai regardé par le Judas. C'était Marcus. Il ne ressemblait en rien à l'homme soigné que j'avais épousé. Ses cheveux étaient en bataille, ses yeux écarquillés de terreur, et il transpirait à travers sa chemise coûteuse. « Amani » a-t-il hurlé, martelant à nouveau, faisant trembler la porte dans son cadre. « Amani, je sais que tu es là-dedans. Ouvre la porte, s'il te plaît. » Je l'ai juste regardé à travers la petite lentille en verre. « S'il te plaît, bébé, ouvre la porte. » Il suppliait maintenant, sa voix se brisant. « Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Ce n'était pas mon idée. C'était ma mère. C'était Chloé. Elles m'ont poussé à le faire. Je ne savais pas. Je le jure. Je ne savais pas pour les 50 millions. » Il a claqué ses paumes contre la porte à nouveau. « Amani, tu dois arrêter ça. Tu dois les rappeler. L'audit. Ils ont tout gelé. Mes comptes, mes cartes, tout. Les créanciers appellent. Les bookmakers. Ils me traquent. Ils vont me casser les jambes. Ils ont dit qu'ils me tueraient. S'il te plaît, tu dois m'aider. » J'ai attendu que son sanglot désespéré s'apaise un instant. J'ai mis ma bouche près du bois de la porte. Ma voix était calme et stable. « Tu avais raison sur une chose, Marcus. » Il s'est figé. « Quoi? De quoi parles-tu? Tu m'as entendu? J'ai dit qu'ils essaient de me tuer. Aide-moi juste. Tu m'as dit de ne pas rendre les choses compliquées, ai-je dit, ma voix claire et froide. Tu as dit que nous étions une équipe. Tu as dit que tout n'était qu'une formalité. » Il est resté silencieux un instant, traitant mes paroles. La terreur dans ses yeux est devenue sombre. « Toi » a-t-il chuchoté. Puis il a rugi, sa voix résonnant dans le couloir alors qu'il claquait son poing contre la porte. « Toi tu as fait ça.
Tu m'as piégé. Espèce de menteuse. Tu m'as piégé. J'ai reculé de la porte alors qu'il l'a frappé du pied, le bois gémissant sous l'impact. Tu vas payer pour ça, Amani. Tu m'entends? Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je l'ai entendu frapper la porte une dernière fois, un dernier cri guttural de rage, puis le bruit de ses chaussures coûteuses trébuchant alors qu'il redescendait les escaliers en courant. Je me tenais dans mon appartement silencieux. J'étais enfin en sécurité. Je me tenais dans mon salon, mon téléphone à la main, écoutant ses pas s'éloigner dans la cage d'escalier. J'étais sur le point d'appeler David, mais alors les pas se sont arrêtés. Je les ai entendus remonter, plus lourds cette fois, plus en colère. Il a recommencé à marteler la porte, non pas avec ses poings, mais avec son pied. La porte a frémi. Tu penses être si intelligente, n'est-ce pas? Sa voix n'était plus suppliante. C'était un grognement bas et menaçant. Tu penses que tu peux juste te cacher là-dedans après ce que tu as fait? Après m'avoir ruiné. J'ai levé mon téléphone et appuyé sur le bouton d'enregistrement. Tu vas payer pour ça, Amani. Il a grogné, sa voix étouffée mais claire à travers le bois. Je jure devant Dieu, tu paieras. Tu penses être en sécurité derrière cette porte verrouillée. Tu dois sortir un jour. Tu dois aller à ta voiture. Tu dois aller travailler. Il a frappé la porte à nouveau, fort. Et quand tu le feras, je t'attendrai. Tu ne me verras pas venir, mais je serai là. Tu m'as tout pris. Je vais tout te prendre. J'ai appuyé sur stop sur l'enregistrement et j'ai immédiatement composé le numéro de David. J'ai mis le téléphone à mon oreille. David, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. Es-tu toujours en train de surveiller? Oui, j'ai tout entendu, a répondu David, sa voix sombre. La clause 12B était pour l'audit. Ça, c'est la clause 12C. Je sais, ai-je dit, marchant vers ma fenêtre et regardant la rue en bas. Clause 12C, une autre des petites protections brillantes de mon grand-père. Toute menace physique ou acte d'intimidation contre le bénéficiaire autorise automatiquement le trust à employer toutes les protections légales et civiles nécessaires. Il vient de la violer, ai-je dit, regardant deux officiers de police alertés par l'équipe de sécurité de David au moment où Marcus revenait, se garer tranquillement au bord du trottoir. Oui, il l'a fait, a dit David. Et j'ai déjà dépêché les autorités. Il devrait être là maintenant. Juste au moment où il le disait, j'ai entendu les pas lourds des officiers monter les escaliers. Je les ai entendus appeler Marcus Jackson. J'ai entendu la surprise de Marcus dire « Oui, qu'est-ce que c'est ? » « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour menace criminelle. » J'ai écouté à travers ma porte. J'ai entendu la bousculade. J'ai entendu Marcus crier « Quoi ? Vous ne pouvez pas être sérieux. Ma femme, c'est elle la criminelle. » J'ai entendu le clic des menottes. J'ai entendu ses cris furieux et impuissants alors qu'il le traînait dans les escaliers. J'ai regardé par mon Judas une dernière fois. Le couloir était vide. C'était enfin fini. L'arrestation de Marcus Jackson pour menace criminelle, couplée aux rumeurs explosives sur un héritage de 50 millions de dollars et un mystérieux piège fiduciaire, a mis le monde médiatique de Boston en ébullition. Des camionnettes de presse campaient devant mon petit immeuble d'appartement. Les forums en ligne explosaient de théories. Amani Preston était-elle une victime? Ou était-elle une veuve noire brillante et manipulatrice qui avait piégé son nouveau mari? Le récit échappait à tout contrôle. J'ai tout regardé depuis la salle de conférence sécurisée de David, une pile de journaux devant moi. Il me dépeigne comme une prédatrice, ai-je dit, ma voix froide. Brenda et Chloé leur servent des histoires sur une famille désemparée et une jeune épouse confuse. David a hoché la tête sombrement. Le silence n'est plus une option, Amani. Ils utilisent ta vie privée comme une arme contre toi. Tu dois prendre les devants. J'ai regardé la photo en première page. C'était une photo peu flatteuse de moi tirée de mon badge d'association à but non lucratif, contrastée avec un beau portrait studio souriant de Marcus. Le titre disait « Le fiancé local arrêté, mystérieuse épouse au centre d'un litige de 50 millions de dollars. » Tu as raison, ai-je dit en me levant. Ils veulent une histoire. Donnons-leur la vraie. Planifie une conférence de presse pour demain matin au siège de Genesis. J'ai fini de me cacher. Brenda et Chloé,
s'étant précipités pour payer la caution de Brenda en utilisant les derniers de ses actifs non gelés, ont vu l'alerte d'actualité sur l'ordinateur portable de Chloé. Une conférence de presse. Brenda a craché, arpentant le sol du bureau de Chloé. Cette petite vipère, elle va essayer de nous peindre comme les méchants. Chloé, cependant, a lentement commencé à sourire. Le vieux sourire arrogant est revenu sur son visage. Non, maman, a-t-elle dit, sa voix pleine d'une confiance retrouvée. Elle n'est pas intelligente. Elle est stupide. Elle nous donne une scène. Elle nous tend le micro devant tous les grands médias de la ville. Brenda a arrêté de faire les 100 pas. Que veux-tu dire? Je veux dire que nous y allons, a dit Chloé, attrapant son agenda. Nous nous assoirons au dernier rang et juste quand elle pensera avoir tout le monde de son côté, je me lèverai. J'exigerai d'être entendue. Je l'exposerai comme la chercheuse d'or manipulatrice qu'elle est. La famille en deuil se battant pour son fils innocent qui a été piégé dans un faux mariage. Quand nous aurons fini, ce sera elle qui fera face à un audit. Les yeux de Brenda se sont illuminés d'un feu vicieux. Oh, Chloé, a-t-elle ronronné, c'est brillant. Elle ne saura pas ce qui lui arrive. La salle de conférence au siège de Genesis Legacy était bondée. Des journalistes de tous les grands médias de Boston et même certaines équipes de nouvelles nationales s'entassaient dans l'espace. Les flashs des appareils photo crépitaient et un murmure bas remplissait l'air alors qu'ils attendaient tous que l'épouse mystérieuse apparaisse. Au dernier rang, cachés juste derrière un pilier, Brenda et Chloé se sont glissés à leur place. Chloé avait l'air suffisante, sa mallette sur les genoux, prête pour son embuscade. Brenda avait l'air nerveuse mais vicieuse comme un animal acculé. La porte latérale s'est ouverte. David Chen, l'avocat d'Imani, a marché jusqu'au podium en premier. Mesdames et messieurs, Madame Amani Preston. La porte s'est ouverte plus grand. La femme qui est sortie n'était pas celle sur laquelle ils avaient lu. Elle n'était pas l'épouse désemparée et confuse. Elle n'était pas la petite employée d'association. C'était une personne différente. Imani portait un tailleur sur mesure impeccable d'un blanc éclatant et saisissant. Ses cheveux, qu'elle avait cachés sous des foulards, étaient maintenant coiffés en un afro élégant et puissant. Son maquillage était parfait. Elle ne se précipitait pas ni n'hésitait. Elle a marché vers le podium avec une confiance lente et délibérée qui irradiait l'autorité. Le seul son dans la pièce était le clic-clic-clic rapide d'une centaine d'appareils photo essayant de la capturer. Au dernier rang, Chloé a plissé les yeux. Qui est-ce? A-t-elle chuchoté à Brenda. Est-ce que c'est? Ça ne peut pas être. La main de Brenda a volé à ses perles, ses yeux écarquillés d'incrédulité. C'était Amani, mais ce n'était pas elle. Imani a atteint le podium. Elle n'a pas tapoté le microphone ni remué nerveusement ses papiers. Elle a simplement posé ses mains de chaque côté et a regardé la mère de visage. La salle est devenue complètement silencieuse. Sa voix quand elle a parlé n'était pas le murmure larmoyant qu'ils attendaient. Elle était claire, profonde et stable. Bonjour. Merci à tous d'être venus. Elle a fait une pause, les laissant la regarder, laissant l'image de cette femme remplacer le faux récit qui avait été créé. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ma vie ces derniers jours. La plupart ont été incorrectes. Vous avez lu des histoires sur une épouse mystérieuse. Vous avez entendu des rumeurs sur une femme désemparée piégée dans une dispute familiale. Cette personne n'est pas ici aujourd'hui. Elle s'est penchée légèrement en avant. Je m'appelle Amani Preston et je suis la fondatrice, présidente et PDG de Genesis Legacy. Pendant des années, j'ai gardé ma vie professionnelle privée. Je l'ai fait pour une raison. Je voulais trouver un partenaire qui m'aimerait pour qui je suis, pas pour ce que je vaux. J'ai travaillé dans une association à but non lucratif. J'ai vécu dans un appartement simple. Je voulais plus que tout construire une vie basée sur une connexion authentique, pas sur des états financiers. Je pensais avoir trouvé ça. Je pensais avoir trouvé un homme qui m'aimait. Au lieu de cela, j'ai trouvé une famille qui prévoyait de me frauder avant même que le gâteau de mariage ne soit coupé. Moins de 24 heures après avoir dit « je le veux », ma nouvelle belle-mère, Brenda, et ma nouvelle belle-sœur, Chloé, se sont présentées chez moi. Elles n'étaient pas là pour célébrer. Elles étaient là pour collecter. Elles m'ont présenté ce document. J'ai levé une copie de l'accord de transfert frauduleux. La caméra a zoomé. Ce document, qu'elle prétendait être une formalité,
était une tentative de transférer illégalement le contrôle de mes actifs à mon nouveau mari, Marcus. Elle croyait que mon héritage était modeste, 500 000 $, et elles étaient désespérées de mettre la main dessus. Quand j'ai hésité, elles m'ont mis la pression. Quand j'ai demandé mon mari, il est descendu et m'a dit, signe juste, bébé. Ne rends pas les choses compliquées. Alors, je l'ai fait. J'ai signé le papier. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que tout le document était une fraude, non seulement moralement, mais légalement. J'ai levé un deuxième morceau de papier. Ceci est une lettre certifiée du Commonwealth du Massachusetts. Elle confirme que le notaire qu'elles ont amené chez moi, Monsieur Jerry Price, n'est pas et n'a jamais été un notaire public agréé dans cet État. Le tampon qu'il a utilisé était un faux. La signature qu'il a fournie était une falsification. Tout le transfert était un acte de fraude criminelle orchestré par une avocate agréée, Chloé, et mon mari. Ils ne m'ont pas seulement demandé de l'argent. Ils ont conspiré pour le voler en utilisant mon mariage comme arme. La salle était totalement silencieuse. À l'arrière, Chloé s'était raidie, son visage un masque de pure panique non dissimulée. Mais leur conspiration ne s'est pas arrêtée là. Après avoir cru avoir sécurisé tout mon héritage, leur mouvement suivant a été d'essayer de le liquider. Mon mari Marcus m'a informé qu'il avait une opportunité d'investissement unique nécessitant 100 000 $. Il a exigé que je lui procure cet argent immédiatement. Quand j'ai expliqué que la banque de mon grand-père avait des règles complexes, il est devenu insistant. J'ai tenu un petit enregistreur numérique près du microphone. La salle s'est remplie du son de la voix de Marcus, non plus charmante, mais tranchante et désespérée. Je me fiche des règles stupides de ton grand-père. Je n'ai pas le temps pour ça, Amani. Tu me comprends? J'ai besoin de cet argent. Vends ces bijoux que ton grand-père t'a laissés. Vends tout ce que tu dois vendre. Je me fiche de comment tu l'obtiens. Trouve-moi juste l'argent d'ici vendredi. Le journaliste griffonnait furieusement. J'ai arrêté l'enregistrement et levé les yeux à nouveau. Quand je n'ai pas produit l'argent, et après que les tentatives de sa famille pour saisir le trust ont échoué, il est venu à ma résidence privée. Il ne demandait plus. Il menaçait. Soyez avertis que l'enregistrement suivant contient un langage perturbant. J'ai appuyé sur lecture à nouveau. La voix de Marcus, déformée par la rage, a rempli la pièce. Tu penses être si intelligente, n'est-ce pas? Tu penses que tu peux juste te cacher là-dedans après ce que tu as fait, après m'avoir ruiné. Tu vas payer pour ça, Imani. Je jure devant Dieu, tu paieras. Tu penses être en sécurité derrière cette porte verrouillée? Tu dois sortir un jour. Tu dois aller travailler. Et quand tu le feras, je t'attendrai. Tu m'as tout pris. Je vais tout te prendre. J'ai éteint l'enregistreur. Le silence dans la pièce était absolu. La famille de mon mari, Chloé et Brenda, croyaient avoir le droit de prendre ce que j'avais construit. Elles croyaient pouvoir utiliser mon mariage pour effacer mon identité et absorber mon héritage. Elles croyaient que j'étais faible, simple et seul. Elles avaient tort. Avant que les journalistes ne puissent même réagir, une voix a hurlé du fond de la salle. Ce sont des mensonges. Les caméras ont pivoté. Brenda était debout, le visage violet de rage, pointant un doigt tremblant vers moi. Elle ment. C'est elle la fraudeuse. Cette maison, la maison où ils vivent, c'est la maison de mon fils. Il a travaillé toute sa vie pour cette maison. Elle essaie de la lui voler. Elle essaie de le rendre sans abri. Une nouvelle vague de questions a éclaté alors que les journalistes criaient sur Brenda, puis sur moi. Madame Jackson, de quoi parle-t-elle? Amani, la maison est-elle au nom de votre mari? Je n'ai pas eu à répondre. David Chen s'est avancé, levant une main pour le silence. La salle s'est calmée une fois de plus. Madame Jackson se trompe, a dit David, sa voix calme et précise. Il a fait signe à un assistant, et un nouveau document a été projeté sur le grand écran derrière nous. C'était un acte de propriété. La maison en question, a continué David, la belle maison où ma cliente a reçu ces documents frauduleux n'a jamais appartenu à Marcus Jackson. Brenda s'est figée, la bouche entr'ouverte. En fait, a poursuivi David, elle a été achetée il y a 6 mois par Genesis Legacy. Vous pouvez voir l'acte juste ici. Les caméras se sont toutes tournées vers l'écran, capturant la preuve indéniable. Mais Marcus m'y a emmené, a bégayé Brenda,
confuse. Il a dit que c'était à lui. Oui, il l'a fait, a convenu David. Vous voyez, le trust de Monsieur Elias contenait plusieurs dispositions pour tester le caractère de tout conjoint potentiel. C'en était une. Genesis Legacy a loué la maison à Monsieur Jackson sans frais, lui permettant de la présenter comme la sienne. C'était un test pour voir s'il était honnête sur sa propre situation financière ou s'il utiliserait un faux étalage de richesse pour tromper sa nouvelle partenaire. Il a fait une pause, laissant les implications s'imprégner. Il a échoué à ce test. Le contrat de location dépendait de sa bonne foi dans le mariage. En commettant une fraude, il a violé les termes. Le bail a été résilié ce matin. Monsieur Jackson a actuellement 24 heures pour quitter la propriété, qui appartient, comme elle l'a toujours fait, à Genesis Legacy. Un souffle collectif a traversé la salle. La maison, la belle et impressionnante maison. Ce n'était qu'une autre partie du piège. Les journalistes étaient en frénésie, criant des questions en même temps. Amani, depuis combien de temps ce test était-il prévu? Brenda, saviez-vous que la maison était une location? Chloé était figée, son esprit tournoyant. La maison, le notaire, les 50 millions, tout était un piège. Elle essayait de trouver un moyen de tourner cela pour reprendre le contrôle quand un journaliste du Boston Globe l'a repéré. Maître Chloé, a-t-il crié, pointant son microphone. Vous êtes avocate. Avez-vous conseillé à votre client, votre frère, de commettre cette fraude? Avez-vous rédigé ces documents frauduleux vous-même? Toutes les caméras se sont tournées vers elle. Chloé a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Je peux répondre à ça. Une nouvelle voix, tranchante et autoritaire, a coupé le bruit. Une femme bien habillée et imposante dans la soixantaine s'est levée du troisième rang. La presse s'est tournée vers elle, confuse. Je m'appelle Elizabeth Warren. Aucun lien de parenté, a-t-elle dit avec un léger sourire sombre. Je suis la porte-parole du conseil disciplinaire de l'association du barreau de l'État. Un nouveau silence choqué est tombé sur la salle. Le sang de Chloé s'est glacé. Nous avons été alertés pour la première fois des irrégularités de mademoiselle Chloé il y a plusieurs jours par l'équipe juridique de Genesis Legacy concernant son utilisation d'un notaire frauduleux connu, Jerry Price. Je ne savais pas, a hurlé Chloé, trouvant sa voix. J'ai été induite en erreur. Vous aurez l'occasion de présenter votre cas lors de votre audience, mademoiselle Chloé, a dit Elisabeth, sa voix dénuée d'émotion. Cependant, après avoir été témoin de votre propre admission publique d'avoir déposé une poursuite pour saisir des actifs basés sur des documents que vous saviez douteux, et après avoir entendu l'enregistrement audio de votre client, Monsieur Marcus Jackson, admettre une conspiration, nous avons plus qu'assez de preuves. Des preuves de quoi? A chuchoté Brenda, la main sur le bras de Chloé. Elisabeth a regardé directement Chloé, ses yeux comme de l'acier. Sur la base des preuves présentées ici aujourd'hui et de notre propre enquête interne, le barreau de l'État émet une suspension d'urgence immédiate de votre licence d'exercer le droit en attendant une audience de radiation complète. Vos actions, incluant la conspiration en vue de commettre une fraude, le dépôt d'une poursuite trompeuse et la mauvaise conduite professionnelle, sont une disgrâce profonde pour cette profession. Les mots ont frappé Chloé comme un coup physique. Sa licence, sa carrière, toute son identité, c'était fini. Non, a-t-elle geint alors que les caméras flashaient sur son visage. Non, vous ne pouvez pas. Elle n'était plus avocate. Elle n'était qu'une criminelle ordinaire exposée devant toute la ville. Le sourire suffisant et supérieur qu'elle avait porté toute sa vie s'est brisé. Elle a attrapé le dossier de la chaise devant elle, ses jambes lâchant, et elle s'est effondrée, un gémissement brisé s'échappant de ses lèvres alors qu'elle tombait au sol. Les flashs des appareils photo étaient aveuglants, tous concentrés sur le sol où Chloé sanglotait hystériquement. Les journalistes criaient, « Chloé, quelle est votre réponse? Depuis combien de temps commettez-vous des fraudes ?» Brenda, qui était restée figée sous le choc, a finalement repris ses esprits. « Chloé, lève-toi. » « Lève-toi » a-t-elle sifflé, essayant de se frayer un chemin à travers les journalistes pour atteindre sa belle-fille. Elle paniquait, essayant de sauver quelque chose du naufrage. « Mesdames et messieurs, si je peux avoir votre attention pour un dernier instant. » La voix calme et amplifiée de David Chen a coupé le chaos. Les journalistes, sentant qu'il y en avait plus, ont tourné leur attention à contre-cœur vers le podium. Brenda s'est figée à mi-chemin vers Chloé. David a baissé les yeux sur ses notes.
Bien que la décision du barreau de l'État conclue la question de la conduite professionnelle de mademoiselle Chloé, l'audit activé par la clause 12B a eu d'autres résultats. Il a regardé directement Brenda. Elle a croisé son regard, confuse. L'audit des finances de Marcus Jackson a révélé une série de transactions hautement irrégulières, a continué David. Plus précisément, de grosses sommes d'argent détournées vers des comptes offshore puis utilisées pour payer d'importantes dettes cachées de cartes de crédit et de jeux. Des dettes qui n'appartenaient pas à Monsieur Jackson. La main de Brenda est allée à ses perles. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment, Madame Jackson? A demandé David, sa voix tranchante. Nos enquêteurs ont découvert que vous utilisiez les comptes de votre fils, que vous croyez sur le point d'être remplis par l'héritage de Mademoiselle Preston, pour blanchir de l'argent et rembourser plus de 100 000 $ de vos propres dettes personnelles. Vous cachiez cela à votre fils et vous prévoyiez d'utiliser l'argent de votre nouvelle belle-fille pour couvrir vos traces. Le visage de Brenda est passé de pâle à un gris maladif. C'est un mensonge. C'était un prêt, Marcus était d'accord. Était-ce avant ou après que vous ayez conspiré avec lui pour commettre une fraude criminelle contre Mademoiselle Preston? A demandé David. Ce n'est pas juste une affaire de famille, Madame Jackson. C'est criminel. C'est pourquoi nous avons pris la liberté de transmettre nos conclusions au département de police de Boston. Au signal, 2 officiers de police en uniforme qui se tenaient tranquillement près de l'entrée principale ont commencé à s'avancer. Ils sont passés devant les journalistes, devant Chloé qui sanglotait encore, et se sont arrêtés directement devant Brenda. Brenda Jackson, a dit le premier officier, sa voix polie mais ferme. Brenda a reculé, trébuchant sur une chaise. Non. C'est un malentendu. Je suis un membre respecté de cette communauté. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre une fraude et suspicion de blanchiment d'argent. Toute la conférence de presse a explosé. Les caméras ont basculé de Chloé au sol vers Brenda alors que l'officier lui prenait le bras. Vous ne pouvez pas faire ça. A hurlé Brenda, son sang-froid de haute société se brisant complètement. Enlevez vos mains de moi. Amani. Dis-leur. Dis-leur que c'est une erreur, espèce de petite ingrate. L'officier a fait cliquer les menottes. Vous avez le droit de garder le silence. Imani a regardé, le visage impassible, alors que la femme qui avait essayé de la détruire un jour seulement après son mariage était emmenée menottes au poignet. Les flashs des appareils photo illuminaient son chemin de ruine. Le chaos dans la salle de presse était assourdissant. Les journalistes criaient dans leur téléphone. Les caméramens se bousculaient pour avoir une image de Brenda se faisant emmener. Chloé était toujours au sol, un tas froissé, ses sanglots maintenant silencieux et vaincus. David Chen a laissé le pandémonium tourbillonner un instant avant de revenir au podium. Il a levé un dernier document unique. Et une dernière affaire. Il a appelé, sa voix coupant le bruit. La salle s'est un peu calmée. Il ne s'est pas adressé à la presse. Il s'est tourné et m'a parlé directement, tendant le papier. Mademoiselle Preston, voici la pétition en annulation basée sur les preuves claires et accablantes de fraude et de conspiration pour tromper. Votre mariage de moins de 48 heures est légalement nul. Il a placé le document sur le podium devant moi à côté d'un stylo. Avant même que je puisse l'atteindre, les portes principales de la salle de conférence se sont ouvertes brusquement. Amani. Marcus. Il avait dû payer sa caution. Il ressemblait à un homme sauvage. Son costume était froissé, sa cravate avait disparu, et ses yeux étaient rouges et frénétiques. Il a bousculé un garde de sécurité et a couru vers l'estrade. Amani, ne fais pas ça, s'il te plaît, ne signe pas ça. Il a essayé de grimper sur le podium, mais 2 gardes lui ont saisi les bras, le retenant. Il s'est débattu contre eux, sa voix se brisant. Ce n'était pas moi, Amani. Je le jure, c'était elle. C'était ma mère. C'était Chloé. Elles m'ont mis les mots dans la bouche. Elles m'ont dit quoi faire. J'essayais juste de. Il a arrêté de se débattre, son visage s'effondrant. Je t'aime, a-t-il étouffé. S'il te plaît, Amani. Je t'aime. Pas l'argent. Je ne savais même pas pour l'argent. Je voulais juste. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. On peut arranger ça. Toutes les caméras dans la pièce, tous les micros, tous les yeux se sont tournés de lui vers moi.
Ils attendaient de voir si la puissante PDG était toujours juste une épouse. Attendaient de voir si l'amour qu'elle pensait avoir était sa dernière faiblesse. J'ai regardé Marcus. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé, l'homme qui m'avait tenu et m'avait menti en face, l'homme qui pleurait et suppliait maintenant alors que son monde s'effondrait. J'ai vu le désespoir. J'ai vu la faiblesse. J'ai vu le mensonge. Puis j'ai baissé les yeux sur le papier. J'ai pris le stylo. Je l'ai débouché avec un petit clic définitif. Et alors que mon mari regardait, j'ai pressé le stylo sur la ligne de signature et d'une main calme et stable, j'ai signé mon nom. Je l'ai annulé. Je l'ai effacé. David Chen a pris le papier. C'est fait. La salle de presse était une maison de fous. Marcus était traîné dehors par la sécurité, criant toujours « Je t'aime, Imani ». C'était une erreur. Brenda était traitée par la police, et Chloé était toujours un tas sanglotant sur le sol. Un journaliste du Boston Globe, le premier à rassembler ses pensées, a crié la question qui était dans l'esprit de tout le monde. Monsieur Chen. David, pourquoi? Pourquoi un trust serait-il structuré comme ça? C'est close. Le piège fiduciaire. Ça semble vindicatif. On dirait qu'elle l'a piégé depuis le début. Tous les yeux, toutes les caméras se sont tournées vers David. Il s'est tenu calmement au podium et a attendu que le bruit s'apaise. Quand ce fut le cas, il s'est penché vers le microphone. C'est une question juste, a-t-il dit, sa voix résonnant d'autorité. J'ai connu Elias Preston pendant plus de 30 ans. Il était mon mentor et ce n'était pas un homme vindicatif. C'était un homme brillant et c'était un réaliste. Il a regardé autour de la salle, croisant le regard des journalistes. Il savait que l'entreprise de 50 millions de dollars qu'il laissait à sa petite fille ferait d'elle une cible pour le reste de sa vie. Il ne voulait pas qu'elle vive dans la paranoïa, se demandant constamment si un homme l'aimait elle ou son compte en banque. David a fait une pause, laissant la vérité de ses prochains mots atterrir. Alors il a construit un test, pas un piège. Un test de caractère. La clause du piège fiduciaire n'a pas été conçue pour punir une erreur innocente. Elle a été conçue pour punir l'intention. Elle ne pouvait être déclenchée que par un comportement actif, malveillant et frauduleux. Pensez-y. Un homme honnête, un homme qui aimait vraiment Amani, n'aurait jamais exigé qu'elle cède son héritage moins de 24 heures après leur mariage. Un partenaire honnête n'aurait jamais amené un faux notaire chez elle. Une famille honnête ne l'aurait jamais poursuivi pour saisir ses actifs. David a regardé la scène chaotique près de la porte. Cette clause, la clause 12B, ne pouvait être activée que par la cupidité. C'était une serrure que seul un voleur essaierait de crocheter. Monsieur Elias disait toujours, on ne blâme pas le coffre-fort pour les choix des braqueurs de banque. Cette famille n'a pas été piégée. Elle a été exposée. Ils ne sont pas juste tombés dans un piège. Ils l'ont construit, posé, et ont ensuite claqué la porte sur eux-mêmes. Ce n'est pas vindicatif. C'est la justice. La conférence de presse a été une bombe qui a vaporisé leur vie entière. Les retombées n'ont pas été lentes. Elles ont été immédiates et brutales. Pour Marcus, l'audit déclenché par la clause 12B a été une boîte de Pandore. Les enquêteurs de Genesis Legacy, chargés de protéger les actifs d'Amani, ont fouillé toutes ses finances. Ils ont découvert les dettes de jeu, les prêts à taux d'intérêt élevés, et le plus accablant, une série de virements illégaux que Marcus avait effectués des mois avant même de me rencontrer, liés à son projet crypto unique. C'était de la pure fraude non diluée. Nous le voyons dans une salle d'audience, non pas pour m'avoir menacé, mais pour avoir fraudé ses autres investisseurs. La voix du juge est impitoyable. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le marteau tombe comme la hache d'un bourreau. La fois suivante où nous voyons Marcus, son costume de créateur a disparu, remplacé par une combinaison orange vif. Il est assis sur un lit étroit dans une petite cellule en béton, la tête dans ses mains, un homme brisé. Le sort de Chloé a été tout aussi rapide. La suspension d'urgence du barreau de l'État est devenue une radiation permanente. La vidéo d'elle tentant de tendre une embuscade à la conférence de presse, combinée aux preuves du faux notaire, en a fait une affaire classée. Mais le cabinet d'avocats pour lequel elle travaillait l'a licenciée immédiatement pour violations éthiques. Et avec sa réputation en ruine, personne d'autre ne l'embaucherait. Nous la voyons, ses tailleurs stricts troqués pour un tablier vert taché et un badge en plastique qui dit juste Chloé.
Elle travaille comme barista dans une chaîne de café générique. Un client lui crie dessus pour avoir trompé sa commande. Et Chloé, la femme qui contrôlait autrefois les salles de conseil, ne peut que gémir « Je suis désolé, monsieur. Je vais le refaire pour vous. » Brenda a évité la prison de justesse. Elle a été reconnue coupable de blanchiment d'argent et de conspiration, mais son âge et un avocat coûteux lui ont valu une probation. Mais la probation était assortie d'une condition, restitution complète. Chaque actif qu'elle possédait a été saisi. Nous la voyons dans une maison de vente aux enchères stérile, assise au dernier rang, invisible, regardant ses boucles d'oreilles en diamant, ses fourrures, ses meubles anciens, et enfin son condo de luxe bien-aimé être vendu pièce par pièce pour payer les dettes qu'elle pensait que l'argent d'Amani couvrirait. Ses amis mondains ne répondent plus à ses appels. Son nom est traîné dans la boue dans la société de Boston. Sa scène finale est elle seule dans un petit appartement subventionné par l'État, son règne en tant que reine de la famille terminé. 6 mois avaient passé. Je suis entré dans une chaîne de café générique très éclairée du centre-ville, le genre avec du café médiocre et de la mauvaise musique. Derrière le comptoir, essuyant la machine à expresso, se trouvait une femme en tablier vert taché. Sa manucure coûteuse avait disparu, remplacée par du vernis écaillé et du marc de café sous ses ongles. C'était Chloé. Elle a levé les yeux quand la cloche de la porte a sonné et son visage s'est figé. Elle m'a fixé, les yeux remplis d'un ressentiment amer familier. J'ai marché jusqu'au comptoir et elle n'a pas bougé, m'a juste regardé, sa main agrippant le chiffon sale. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle finalement craché, la voix basse et rauque. « Es-tu venu ici pour jubiler ? Pour voir à quel point je suis tombé bas ?» J'ai regardé la femme qui avait essayé de me ruiner avec une telle arrogance décontractée. Je n'ai rien ressenti, pas de colère, pas de pitié, juste rien. Non, Chloé. Je ne suis pas ici pour jubiler, ai-je dit, ma voix calme. Je suis venu livrer un dernier message. Elle s'est raidie, s'attendant clairement à une autre poursuite, un autre coup juridique. Je suis venu te dire que j'ai racheté les dettes impayées de ta mère. Les yeux de Chloé se sont écarquillés de confusion. Quoi ? Les dettes de Brenda ? Celles qu'elle devait encore après sa restitution. Les privées, celles qui étaient sur le point de l'envoyer en prison pour non-paiement. Je les ai achetées. Elles sont payées intégralement. Elle n'ira pas en prison. Chloé m'a juste fixé, complètement stupéfaite. Le chiffon dans sa main était immobile. Pourquoi ? A-t-elle chuchoté. Pourquoi ferais-tu ça ? Après tout ce qu'elle a fait. J'ai pris une respiration. Parce qu'elle est la mère de Marcus. Et malgré les mensonges, malgré la fraude, malgré tout ce qu'il était, il était autrefois l'homme que j'aimais. Mon grand-père m'a tout appris sur la justice, Chloé. Mais il m'a aussi appris la compassion. Il m'a appris qu'on n'a pas besoin de détruire quelqu'un pour gagner. Une petite lueur d'espoir est apparue dans les yeux de Chloé. Alors, tu nous pardonnes ? J'ai levé la main, l'arrêtant. Non, ne te méprends pas. Ce n'est pas un pardon. C'est une clôture. C'est moi qui ferme le livre sur votre famille pour toujours. La dette est payée. Ma dette envers le passé est payée. J'ai fini. J'ai placé un billet de 20 $ sur le comptoir. Et Chloé, ne me contactez plus jamais. Aucun de vous. C'est la fin. Je me suis tourné et je suis sorti du café, la laissant là, stupéfaite et enfin silencieuse. Je ne me suis pas retourné. Je me tenais devant la pierre tombale en granit simple et élégante. Elias Preston, un homme sage qui a bâti un héritage. Le cimetière était calme, un contraste saisissant avec le bruit de la ville et le chaos des 6 derniers mois. L'air était frais et vif. C'était la première fois que je me sentais vraiment paisible depuis le lendemain de mon mariage. J'ai tendu la main et tracé les lettres de son nom avec mon doigt. « Eh bien, grand-père, je l'ai fait, ai-je dit, ma voix douce dans le calme. Ton piège a fonctionné. Il a fonctionné exactement comme tu l'avais dit. » Je me suis assise sur l'herbe, ne me souciant pas si elle tachait mes vêtements. Ils sont tombés droit dedans. Tous. Ils étaient tellement aveuglés par la cupidité, tellement sûrs que j'étais faible. Ils n'ont même jamais pensé à regarder plus profondément. Ils pensaient que je valais 500 000 $. Et pour ça, ils étaient prêts à me détruire. Ils ne savaient pas que je valais vraiment 50 millions. J'ai laissé échapper un petit rire calme.
Tu as toujours été inquiet, n'est-ce pas? Tu avais tellement peur que je finisse avec quelqu'un qui ne voulait que l'argent. Tu as passé des années à me le marteler dans la tête. Fais attention, Imani. Ils n'aimeront que ton argent, pas toi. Tu étais si déterminé à me protéger. J'ai regardé la pierre tombale, le nom de l'homme qui avait vu le monde si clairement. Je voulais juste. Je voulais que tu saches que j'ai enfin trouvé cette personne. La personne que tu as toujours voulu pour moi, celle qui m'aime pour qui je suis et pas pour mon compte en banque. J'ai fait une pause, prenant une profonde inspiration pour me stabiliser. C'est moi. J'ai trouvé quelqu'un qui ne m'aime pas pour mon argent. C'est moi-même. Je vois enfin ce que tu voyais. Je ne suis pas la fille timide travaillant dans une association à but non lucratif, se cachant du monde. Je suis ta petite fille. Je suis la présidente de Genesis Legacy. Je suis forte et je suis intelligente et je suis capable et je n'ai besoin de personne d'autre pour me valider ou me dire ma valeur. Ils ont essayé de me briser, grand-père. Ils ont vraiment essayé. Ils m'ont arraché le cœur. Mais tu m'as construit une forteresse comme tu l'avais dit et elle a tenu. La forteresse n'était pas seulement le trust ou l'argent. C'était la force que tu m'as enseignée. Je vais te rendre fier. Je vais diriger Genesis avec justice et avec compassion, exactement comme tu l'as dit. Je me suis levé et j'ai brossé l'herbe de mon pantalon. Je me sentais plus légère. La dernière pièce du puzzle s'était mise en place. Merci, grand-père, pour tout. Je suis enfin libre. Je me tenais à la tête de la longue table de conférence en verre. La salle du conseil de Genesis Legacy donnait sur tout le port de Boston. Une vue que je voyais maintenant tous les jours, une vue qui me rappelait ce que mon grand-père avait construit. Mon équipe de direction, 10 des esprits les plus brillants de la biotechnologie, me regardait attentivement. Il n'y avait aucune trace de la femme timide et hésitante de l'association. C'était ma salle. Bonjour à tous, ai-je dit, ma voix claire et résonnante d'autorité. Merci d'être venu. J'ai examiné les projections du 3e trimestre et elles sont exceptionnelles. La nouvelle division de recherche surpasse toutes les métriques. J'ai souri chaleureusement au docteur Bénin, ma responsable R&D. Travail fantastique, Sarah. Elle a hoché la tête, souriant en retour. Maintenant, le dernier point à l'ordre du jour. Quelque chose de nouveau, quelque chose de personnel. J'ai cliqué sur la télécommande dans ma main. Le grand écran de présentation derrière moi a changé. Ce n'était pas un tableur. C'était un nouveau logo élégant. Le fonds Elias, construit par l'héritage, porté par l'avenir. Mon grand-père, Elias Preston, a construit cette entreprise à partir d'une simple idée et d'un prêt de $2000 pour lequel il a dû se battre. C'était un homme noir dans les années 1970 à qui on disait non à chaque tournant. On lui disait qu'il n'avait pas sa place dans des salles comme celle-ci. On lui disait qu'il n'avait pas l'éducation, les connexions ou le capital. Il leur a prouvé qu'ils avaient tous tort. Mais il a dû le faire seul contre une résistance incroyable. J'ai marché lentement le long de la table, croisant le regard de chaque membre de l'équipe. Genesis Legacy est son héritage financier, mais son âme, son avenir consistera à s'assurer que la prochaine génération d'esprits brillants n'ait pas à mener ses batailles seule. Je me suis retourné vers l'écran. Aujourd'hui, j'annonce officiellement la création du fonds Elias. Genesis Legacy engage un montant initial de $10 millions pour créer un fonds de capital risque spécifiquement et exclusivement pour les femmes entrepreneurs noires dans les secteurs de la technologie et de la science. Un murmure d'excitation sincère a traversé la salle. Ma directrice des opérations, une femme vive nommée Alani, hochait déjà la tête en signe d'approbation. Le monde est plein de femmes brillantes, ai-je continué, ma voix sonnant avec passion. Des femmes à qui on dit non. Des femmes qui sont sous-estimées. Des femmes à qui on dit que leurs idées sont mignonnes ou petites. Des femmes qui sont négligées parce qu'elles n'ont pas le look ou ne rentrent pas dans le moule ou n'ont pas les bonnes connexions. Ce fonds n'est pas une charité. C'est un investissement. C'est un pari sur l'actif le plus sous-évalué et le plus puissant de l'économie américaine, les femmes noires. Nous les trouverons. Nous les financerons. Et nous construirons l'avenir ensemble. C'est le véritable héritage de Genesis Legacy. La salle a éclaté non pas en applaudissements polis d'entreprise, mais en un soutien enthousiaste et sincère. David Chen, maintenant mon conseiller juridique général, a levé sa tasse de café pour un toast.
Je n'étais pas juste une présidente. J'étais une leader. C'était mon entreprise. C'était mon but. C'était un an plus tard. Je n'étais pas dans mon bureau en gratte-ciel. J'étais dans un petit café indépendant dans un quartier que j'aimais, niché dans un fauteuil confortable près de la fenêtre. Je ne portais pas de tailleur de puissance. J'étais dans mon jean préféré, un pull en tricot doux, et mes cheveux étaient enveloppés dans un foulard coloré. J'étais juste Imani. Je esquissais des idées pour un nouveau projet de jardin communautaire dans mon carnet, sirotant un café au lait et me sentant contente. Le café était animé par les bruits de la machine à expresso qui sifflait et des gens qui discutaient. J'étais tellement concentré sur mon dessin que je n'ai pas remarqué l'homme debout à côté de ma table jusqu'à ce qu'il trébuche. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. J'ai levé les yeux. Un homme grand et beau d'environ mon âge fixait avec horreur mon carnet, où une grande éclaboussure de son café noir s'étalait maintenant sur mon croquis. Il portait des lunettes et un blazer en tweed, ressemblant plus à un professeur énervé qu'à un étranger maladroit. « Je suis tellement maladroit », a-t-il dit, attrapant une poignée de serviettes sur le comptoir et épongeant inutilement la page. « Oh, je l'ai complètement gâché. Je suis tellement désolé. » J'ai regardé le croquis ruiné, puis son visage sincèrement mortifié, et je me suis surprise à sourire. Un vrai sourire facile. « C'est bon, ai-je dit. Honnêtement, c'était juste un brouillon. Et je pense que la tache de café lui donne en fait un certain charme rustique. » Il a regardé mon sourire, puis le carnet, et a laissé échapper un rire nerveux. « Vous êtes bien trop gentille. S'il vous plaît, laissez-moi vous acheter un nouveau carnet et un autre café, un muffin, n'importe quoi. Je suis Jamal, au fait. » Il a tendu la main, tenant toujours une serviette humide. Je l'ai serrée en riant. « Je suis Imani. » J'ai observé son visage attentivement en disant mon nom. J'étais habitué à la lueur de reconnaissance, au changement soudain dans les yeux des gens alors qu'ils me reliaient à Genesis Legacy. Mais avec Jamal, il n'y avait rien. Pas de reconnaissance, pas de changement dans son expression. Il était juste un homme gentil et maladroit qui avait renversé du café sur une inconnue et voulait arranger les choses. Il ne voyait pas une PDG. Il ne voyait pas 50 millions de dollars. Il me voyait juste moi, Imani. Il a répété son sourire, devenant plus confiant. C'est un beau nom. Eh bien, Amani, puis-je s'il vous plaît? S'il vous plaît remplacer ce carnet pour vous? J'ai fermé le carnet humide. Et si on disait juste ce café? Ai-je dit. Vous pouvez vous asseoir avec moi pendant que je vois si ce croquis est récupérable. Son visage s'est illuminé. J'aimerais bien ça. J'aimerais beaucoup ça. Il s'est précipité vers le comptoir et je l'ai regardé partir. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Une étincelle d'intérêt simple et sans complication. Pas de test, pas de piège, juste du café et une conversation. J'ai enfin compris ce que mon grand-père avait voulu pour moi. C'était ça. C'était juste ça. Jamal est revenu à la table quelques minutes plus tard, équilibrant soigneusement 2 grandes tasses de café. Il en a posé une devant moi. Un café au lait, comme demandé, a-t-il dit, et un café noir pour moi. Je me suis dit que je m'assierais avant de causer plus de chaos. Merci, Jamal, ai-je dit, enveloppant mes mains autour de la tasse chaude. Vous n'aviez vraiment pas à faire ça. C'était le moins que je puisse faire, a-t-il répondu, se glissant sur la chaise en face de moi. Alors, ce croquis, c'était pour le travail ou juste pour le plaisir? Un peu des deux, ai-je admis, surprise de voir à quel point il était facile de lui parler. Je fais un peu de coordination pour une association à but non lucratif et nous planifions un nouveau jardin communautaire. Je faisais juste un brainstorming. Un jardin communautaire, c'est incroyable, a-t-il dit, ses yeux s'illuminant d'un intérêt sincère. Je suis en fait architecte. Je me concentre sur la conception urbaine durable. Les espaces verts et les environnements urbains sont ma passion. Mon sourire s'est élargi. Vraiment? Alors vous seriez probablement d'accord pour dire que mon croquis original était tout faux. L'exposition au soleil sur ce muret. Exactement, a-t-il enchaîné, se penchant en avant. Vous auriez besoin de plantes résistantes à la sécheresse, et le drainage serait un cauchemar à moins de construire des lits surélevés. Comme ça. Il a attrapé une serviette propre et a sorti un stylo de la poche de sa veste.
Il a commencé à esquisser, sa main bougeant rapidement et avec confiance. Il parlait tout en dessinant, expliquant les concepts de lumière et de débit d'eau. Il était brillant et passionné et complètement sans prétention. Nous avons parlé pendant 1 heure. Nous sommes passés de la conception de jardin à l'architecture, à nos endroits cachés préférés à Boston, à des histoires drôles sur nos jours d'université. Il n'a jamais demandé ce que mon association payait. Il n'a jamais demandé où je vivais ou quel genre de voiture je conduisais. Il a juste parlé. Il a écouté. Il a posé des questions intelligentes. Il a ri à mes blagues. J'ai réalisé que je n'avais pas eu une conversation aussi normale, aussi réelle depuis des années. Avec Marcus, chaque conversation ressemblait à une performance, une négociation. Avec Jamal, c'était juste facile. Il n'essayait pas de m'impressionner. Il n'essayait pas de me jauger. Il se connectait simplement. Finalement, il a regardé sa montre et ses yeux se sont écarquillés. Oh, waouh. Je suis ici depuis presque 2 heures. Je suis tellement désolé, j'ai une réunion pour laquelle je suis complètement en retard. Oh non, je suis désolé, ai-je dit en rassemblant mes affaires. Je vous ai retenu. Non, non, a-t-il dit en se levant et en cherchant son croquis sur la serviette. C'était la meilleure conversation que j'ai eue depuis longtemps. Écoutez, je sais que je viens de ruiner votre carnet, mais me laisseriez-vous vraiment vous offrir ce café à nouveau? Peut-être ce vendredi. Il avait l'air plein d'espoir et un peu nerveux. Et pour la première fois depuis la mort de mon grand-père, j'ai ressenti ce simple battement d'excitation sans complication. J'aimerais bien ça, ai-je dit, ma voix stable. J'aimerais beaucoup ça. Il a rayonné, m'a fait un petit signe de la main et s'est précipité hors du café. Je suis resté assise là longtemps après son départ, regardant juste la chaise vide. J'ai ramassé mon carnet ruiné, les taches de café maintenant sèches, un rappel permanent de notre rencontre. J'ai souri, un vrai sourire sincère qui a atteint mes yeux. J'étais libre. J'étais entière. Et j'étais enfin vraiment prête pour un nouveau départ. Un départ que je construirais entièrement selon mes propres termes. La leçon la plus puissante du voyage d'Imani est que votre estime de soi ne doit jamais être cachée ou compromise au nom de l'amour. Imani a cherché une connexion authentique en prétendant être moins qu'elle n'était, seulement pour attirer une famille définie par la cupidité. La sage planification de son grand-père n'a pas seulement protégé son argent. Elle a créé un miroir qui a forcé ces traîtres à révéler leur vraie nature. En fin de compte, le plus grand héritage d'Imani n'était pas les 50 millions de dollars, mais la réalisation que la véritable force vient de l'intérieur et que vous devez construire une vie basée sur votre propre valeur authentique. Si cette histoire de justice et de découverte de sa propre force a résonné en vous, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la façon